Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien. Fin du printemps, début de l'été. J'ai vécu la nuit de mes 50 ans et la journée, on est resté 48 heures au lit dans les bras l'un de l'autre. Et c'était absolument merveilleux de passer ce demi-siècle dans les bras d'une sublime beauté de 14 ans. Oui, vous avez bien entendu. Et les gars, j'ai un peu envie de me laver les oreilles à l'eau de Javel. Ouais, pour oublier tout ça. Cet homme de 50 ans parle presque tranquillement de ses abus pédophiles sur une fillette de 14 ans. Et il le fait sans aucune gêne dans un restaurant bondé au milieu du bruit découvert. Aussi, regardez bien le coin inférieur droit de votre écran. Ce logo, c'est celui de l'Institut national de l'audiovisuel, l'organisme public chargé de collecter, sauvegarder et préserver le patrimoine audiovisuel français. Si je vous montre ça, c'est parce que cet homme n'est pas juste au restaurant. Il n'est pas juste en train de parler face à une caméra. On est le 14 octobre 1995 et il est en train d'être interviewé par Thierry Ardisson dans l'émission Paris Dernière. 10 jours plus tard, cette séquence sera diffusée à des millions de personnes sur la chaîne Paris Première. Il n'a pas peur. Il sait que rien ne lui arrivera. Et pour comprendre pourquoi, il faut remonter plusieurs années en arrière. L'été arrive et je réalise un truc. Avant de partir en vacances, on pense aux billets, à l'hôtel, à la valise, au décalage horaire. Mais on ne pense presque jamais à la sécurité de nos appareils. C'est important, mes amis. Nos appareils, on les aime, on les chérit. On a 15 heures de temps d'écran, autant en prendre soin. Dès qu'on voyage, on fait tous à peu près la même chose. On se connecte au wifi de l'hôtel, du train, de l'aéroport ou bien d'un café, soit parce que c'est plus pratique, soit parce qu'on a plus de data. Mais ça, c'est plus dangereux qu'on le croit. Moi, perso, dans mon téléphone et dans mon ordinateur, j'ai absolument tout. Mon travail, des comptes perso, des mots de passe, des mails. Mais attention, j'ai pas du tout envie que toutes ces informations transitent sur des réseaux Wi-Fi publics. C'est pour ça que j'utilise CyberGhost VPN, le sponsor de cette vidéo. En gros, CyberGhost me permet de sécuriser ma connexion, surtout quand je suis sur des réseaux publics. En plus de ça, CyberGhost me permet de garder accès à ma vie en France. Par exemple, j'ai commencé une série Netflix en France, et bien aucun souci pour la continuer à l'étranger. D'ailleurs, dans le même temps, je peux aussi découvrir des programmes d'autres pays. En un clic, je suis sur Netflix USA, je suis sur Disney+ Japon, c'est incroyable. Et ça, c'est parce que CyberGhost peut débloquer les contenus géorestreints. Grâce à l'app, tu as accès à 100 pays et tu peux changer de localisation super facilement selon tes besoins. Et comme on peut l'utiliser sur cet appareil en même temps, moi je sécurise mon ordinateur, mon téléphone, mon iPad sans devoir choisir. Je rappelle que CyberGhost est compatible Windows, Mac, Android, iOS et avec mon lien en description, vous l'avez à 2,03€ par mois. Ça fait une réduction de 83% plus 4 mois offerts. Merci à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo et de participer à la vie de la chaîne depuis tant d'années. Je n'aime au fond que les enfants et les vieilles personnes. Les gens de mon âge me cassent les pieds. 1985. Ce soir-là, dans un chic appartement parisien, un bel haussmannien, l'intelligentsia littéraire française est réunie autour d'une table. Éditeurs, écrivains, journalistes, c'est le genre de dîner où tout le monde a l'air super important. Vanessa, elle, n'a rien à faire là. Elle aurait franchement préféré être chez elle, dans sa chambre, à lire. Parce que lire, c'est franchement l'activité parfaite de tout introverti. Mais ce soir-là, on l'a traînée ici. Alors elle attend que ça passe. Elle rêve un petit peu, elle pense à autre chose, elle décroche, et puis à un moment, elle relève les yeux. Et elle tombe sur lui avec ses yeux très bleus qui la regardent. Ça dure depuis combien de temps déjà? Elle n'en a absolument aucune idée. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne détourne pas les yeux. Pas une seconde. Elle regarde ailleurs, parce que forcément la situation est un peu gênante, et puis elle revient sur lui, et il est toujours là, à la fixer. Comment vous dire? Ce n'est pas un regard normal. C'est le genre de regard qui te met mal à l'aise sans que tu saches vraiment pourquoi. Je pense que toutes les filles en ont déjà fait l'expérience. Le regard super lourd du pervers. Et pendant tout le repas, c'est la même chose. Peu importe ce que fait Vanessa, elle sent les yeux de cet homme sur elle. Gros malaise. Le truc, c'est que ça ne s'arrête pas quand le dîner se termine. Absolument pas. Dans la voiture qui la ramène chez elle, elle se retrouve assise à l'arrière avec cet homme. Et là, il continue à la déshabiller littéralement du regard. Ok, c'est vraiment bizarre. Mais il ne se passe rien de plus ce soir-là. Vanessa rentre chez elle et elle passe à autre chose. Enfin, on va dire qu'elle l'essaie. Parce que quelques jours plus tard, elle reçoit une lettre. C'est lui, l'homme aux yeux bleus, Gabriel.
Il lui écrit avec une écriture très soignée, il la couvre de compliments et surtout, il la vouvoie avec beaucoup de politesse. Vanessa ne répond pas à cette première lettre. C'est un peu bizarre qu'un homme de cet âge lui envoie une lettre, surtout qu'elle n'a pas discuté avec lui de la soirée, même s'il l'a dévoré du regard. Mais Gabriel insiste. Il commence à lui en envoyer 2 par jour. Ça devient presque du harcèlement. Toujours plus de mots gentils, toujours plus de présence. Et au bout de quelques jours, Vanessa se dit que bon, ça ne se fait pas de ne pas répondre. En plus, il met tellement de soin à écrire ses lettres, il est tellement gentil, peut-être qu'elle devrait au moins lui écrire une lettre. Peu de temps après, elle fête son anniversaire et c'est là qu'elle se dit pourquoi pas. Ensuite, tout va très vite. Elle commence à croiser cet homme dans son quartier, un peu comme par hasard. Et comme elle a un peu l'impression de le connaître, elle accepte de le retrouver à Saint-Michel, devant l'arrêt du bus 27. Ce jour-là, Vanessa a un programme très clair dans sa tête. Ils vont juste passer une belle journée ensemble dans le quartier latin. Finalement, les choses ne se passent pas comme prévu. Vanessa monte dans un bus, et puis elle se retrouve avec lui dans sa chambre de bonne. Et là, dans cette petite pièce, le cinquantenaire et l'adolescente vont s'embrasser. Et ça va durer même très longtemps. Ils s'embrassent, ils se caressent, c'est le début de quelque chose de très malsain. Le samedi suivant, rebelote, ils se revoient, et cette fois ce n'est plus pareil. Ouais, Vanessa le sent, il n'y a plus de doute sur ce qui va se passer. Et pourtant, elle y va quand même. Ce jour-là, ils ont une relation sexuelle. Je ne sais même pas comment l'exprimer, je ne sais pas comment le dire. Ce jour-là, Maznev abuse de Vanessa. Même si elle croit être consentante, elle est vraiment trop jeune pour comprendre dans quoi elle s'embarque. En tout cas, pour elle, à ce moment-là, c'est le début d'une relation. Vanessa Springora a 14 ans. Gabriel Maznev, lui, en a presque 50. Et l'écart entre eux ne s'arrête pas juste à leur âge. Vanessa, c'est une adolescente très seule. Elle est perdue entre un père absent et une mère un peu déprimée, et son seul refuge, elle le trouve dans la lecture. Maznev, c'est tout l'inverse. C'est un écrivain assez connu, un homme qui écrit parfois pour Le Monde, un homme qu'on invite régulièrement chez Apostrophe, l'émission littéraire la plus regardée de France. C'est cet homme-là qui s'intéresse à elle, une fille complètement banale. Alors forcément, ça compte. Quand je repense à mes années collège-lycée, je me revois très timide, très naïve, et je pense franchement que si un homme adulte m'avait fait sentir spécial à cet âge-là, eh bien, j'aurais pu le mettre sur un piédestal très facilement. C'est un piège très facile à mettre en place pour un prédateur. Maznev va aller encore plus loin. Il dit à Vanessa, « Tu es ma muse. Je vais t'aider à devenir écrivaine. » Ça commence doucement, comme toujours. Un soir, il lui propose de l'aider pour une dissertation. Alors à la base, il doit juste la relire, la corriger, changer 2-3 phrases, mais ça dérape complètement. Il reformule une phrase, puis 2, et après il écrit un paragraphe entier. À un moment, Vanessa prend sa copie, elle lit son texte, et elle ne le reconnaît même plus. Malgré tout, elle ne dit rien parce que ce qu'il lui a suggéré a l'air quand même beaucoup mieux que ce qu'elle avait écrit. Le résultat est immédiat, hein. Sa professeure est impressionnée, elle lui dit « Mais Vanessa, vous vous êtes améliorée en une nuit, c'est incroyable !» Elle va carrément lire le texte à voix haute devant toute la classe, et tout le monde est impressionné. Pour l'adolescente, c'est une preuve. La preuve qu'il sait mieux qu'elle, la preuve qu'il comprend des choses qu'elle ne comprend pas encore. Et surtout, c'est la preuve qu'elle peut lui faire confiance. À partir de là, elle commence à le laisser faire. 35 ans plus tard, elle écrira « La dépossession ». Commencer comme ça. Et c'est exactement ça, parce que petit à petit, il ne l'aide pas juste à écrire, il l'écrit à sa place. Il ne l'encourage pas à penser seul, il pense pour elle. Dans leur relation, l'écrivain, c'est lui, et uniquement lui. Mais paradoxalement, en parallèle, il lui interdit, mais formellement, de lire certains de ses ouvrages. Évidemment, il ne lui dit pas pourquoi, il ne lui dit pas qu'il y raconte ses relations sexuelles avec des mineurs, non. Il dit simplement, écoute, ces textes... ils ne correspondent plus à l'homme que je suis devenue grâce à toi. C'est franchement une belle technique de manipulation. Et à 14 ans, Vanessa le croit. Parce que dans sa tête, il l'aime et qu'il veut faire d'elle une grande écrivaine. Maznev ne fait pas que prendre sa place. Il se pose aussi en guide. Il lui parle de littérature, de philosophie, d'art, des grands noms, des figures respectées. Et petit à petit, il glisse toujours vers la même idée. Que ces hommes-là ont eux aussi aimé des mineurs. Il lui parle d'Edgar Allan Poe, marié à une jeune fille de 13 ans. Il lui montre des photos prises par Irina Ionesco de sa propre fille, enfant. Il lui explique même que Roman Polanski est une victime. Et à force d'entendre ça, Vanessa change. Elle se dit que peut-être tout ça n'est pas bizarre, peut-être même que c'est normal, presque intellectuel. Les plus grands esprits de l'histoire ont fait pareil après tout, et si les autres ne comprennent pas, c'est parce qu'ils sont trop limités. Maznev commence à prendre toute la place. Tous les jours, il l'attend
à la sortie du lycée, bien sûr cachée derrière de grosses lunettes de soleil. Vanessa, quand elle sort de la cour de récréation et qu'elle voit cet homme qui l'attend sur le trottoir d'en face, elle se dit mais waouh, c'est tellement touchant. Quelqu'un est là pour moi, quelqu'un m'attend, quelqu'un pense à moi, quelqu'un m'a choisi. C'est du contrôle, mais elle y voit de l'amour. Peu de temps après, Maznev décide de louer une chambre d'hôtel en face de l'établissement de Vanessa. Et donc elle commence à y aller le soir, puis aussi la journée. Dès qu'elle a une heure de pause, elle retrouve Maznev dans ce lieu. C'est de l'isolement, mais pour elle, c'est de l'amour. Maznev, bien sûr, lui interdit aussi de voir des garçons de son âge. Il lui répète qu'ils ne peuvent pas comprendre leur relation, que c'est une relation sacrée, et que, parce qu'ils ne comprennent pas, ils vont essayer de les séparer. C'est de l'emprise, mais pour Vanessa, c'est de l'amour. Mais un jour, les choses changent. Quelqu'un envoie une lettre anonyme à la brigade des mineurs. Une lettre qui sert à dénoncer les agissements de Maznev. Et bien sûr, pour l'auteur, c'est une attaque. Il en est persuadé, la personne qui a fait ça connaît Vanessa. Il va passer en revue tout son entourage pendant des heures. La voisine, l'ancienne institutrice, l'éditeur ami de la famille, son propre père, tout le monde devient suspect. Tout le monde devient une menace pour ce couple. Vanessa elle-même commence à avoir très peur. Elle se dit mais donc comme ça, quelqu'un m'observe, quelqu'un sait ce que je fais. Elle rase les murs, elle fait des détours, elle évite les regards, elle a l'impression d'être surveillée. Par qui, elle ne le sait même pas. Mais une chose est sûre, lui, il sait et il s'en sert. Il transforme cette situation en histoire d'amour. Une histoire à la Roméo et Juliette. Un amour rare, un amour unique, tellement fort que le monde entier cherche à le détruire. Et pour que Vanessa y croie vraiment, il lui dit qu'il va en faire un livre. À ce moment-là, elle ne comprend pas encore, mais elle n'est déjà plus seulement une personne, elle devient un personnage. Donc, un homme de 50 ans abuse d'une adolescente de 14 ans et il décide d'en faire un livre. Et autour de lui, personne ne réagit vraiment. C'est peut-être ça le plus inquiétant. Maznev ne se cache pas, enfin presque pas, parce que les gens autour de lui ils savent très bien. Quand la mère de Vanessa découvre la relation, elle cherche de l'aide. Elle en parle autour d'elle, à sa famille, à ses amis, mais personne ne s'alarme vraiment. Personne ne dit « Ouh là là, c'est vrai que c'est grave, il faut vraiment que tu ailles voir la police ». Alors petit à petit, elle aussi, elle lâche l'affaire. Elle finit par accepter la situation, surtout qu'elle admire, elle aussi, Maznev. Elle organise une rencontre avec cet homme et elle lui dit « Ok, vous pouvez rester ensemble à une condition. Tu me promets de ne jamais faire souffrir ma fille. » De son côté, la police est alertée, Maznev est convoqué plusieurs fois, mais à chaque fois, c'est la même chose. Des questions rapides, pas une réelle insistance, hein. Un peu comme si tout ça n'était pas vraiment sérieux. Et sans surprise, les signalements sont classés sans suite. Et puis, il y a Apostrophe. À l'époque, c'est l'émission littéraire la plus regardée de France. Maznev y emmène Vanessa. En coulisses, il la présente ouvertement comme sa petite amie. Personne ne réagit, personne ne pose de questions, personne ne trouve ça étrange. Parce que Vanessa n'a pas 17 ans ou 18 ans, elle a 14 ans. On peut voir sur son visage qu'elle est très jeune. Je trouve ça fou que personne n'ait rien dit. D'autres auraient fini en prison pour beaucoup moins que ça, mais pas lui. Alors qui est cet homme que tout le monde laisse faire ? Je vous avoue, la réponse est presque décevante. Gabriel Maznev, c'est un homme plutôt banal. Il est né en 1936, de parents russes, et puis il est journaliste de formation. Quand il rencontre Vanessa, ça fait déjà des années qu'il écrit. Il a publié plusieurs livres, et il est connu dans certains cercles parisiens. Il écrit parfois pour Le Monde, il passe régulièrement à la télévision, mais sa vraie force, ce n'est pas vraiment son talent, c'est son réseau. Sa place dans les dîners, les gens qu'il connaît, les gens qui le connaissent. Ce n'est pas un génie, ce n'est pas une figure intouchable, c'est un homme ordinaire qui commet des choses profondément graves au grand jour sans jamais être inquiété. Et ça, ce n'est pas seulement à cause de lui, c'est aussi à cause de l'époque dans laquelle il évolue. « 1967. Ce soir-là, à la télévision française, un homme vient présenter son nouveau livre. Il s'appelle Roger Perfit, il est diplomate, écrivain, bourgeois, le genre d'homme respectable qu'on invite sans hésiter. Et pourtant, ce qu'il raconte dans ce livre n'a absolument rien de respectable. Ce n'est pas sans réflexion qu'un homme de mon âge livre au public une pareille confession. Sur le plateau, il parle calmement, sans gêne, de son âme sœur. À 57 ans, il dit avoir rencontré l'amour de sa vie. Et l'amour de sa vie, c'est un petit garçon âgé d'à peine 12 ans. Son livre n'est absolument pas un roman de fiction. Attention, c'est une histoire vraie. En face de lui se tient la journaliste Françoise Giroud, qui deviendra plus tard secrétaire d'État à la culture. Elle l'écoute parler et lui répond.
Pour être singulier aujourd'hui, il faut dire toutes sortes d'autres choses. Mais madame, dire je l'ai dit préfère justement. les petits garçons Comme aux on dames, l'entend. ça n'est véritablement pas Vous l'avez dit? Pas scandaleux. Ces mots-là, c'est exactement l'idéologie qui va permettre à Maznef d'exister. En France, dans les années 60, dans certains milieux culturels et médiatiques, avoir une relation avec un enfant, en parler et en faire un livre, ce n'est pas forcément vu comme affreux. C'est vu comme de la littérature, comme une forme d'expression, comme le geste d'un artiste un peu différent, un petit peu loufoque. Parce qu'à ce moment-là, une idée s'impose, une idée simple, il est interdit d'interdire. Mai 68, la France se soulève. Dans les rues, sur les murs, dans les slogans, cette phrase revient partout. Il est interdit d'interdire. Derrière, il y a une volonté réelle et plutôt noble, casser les tabous, remettre en question la morale, ouvrir le débat sur tout. Mais dans cette ouverture, quelque chose de malsain va se glisser, quelque chose dont on parle moins. Au sein de certains groupes militants, comme le Front homosexuel d'action révolutionnaire, une idée commence à circuler. Et elle est beaucoup plus dérangeante que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Est-ce que les enfants peuvent consentir? Est-ce qu'ils ont une sexualité? Et surtout, est-ce qu'on a vraiment le droit de leur interdire? Petit à petit, les enfants entrent dans le débat. Et surtout, plus personne ne les en sort. Je crois que de toute façon, une barrière d'âge fixée par la loi n'a pas beaucoup de sens. Très vite, cette idéologie trouve ses premiers symboles. En 69, une enseignante est poursuivie après avoir eu une relation avec un de ses élève qui avait 16 ans. Le scandale éclate, elle est jugée et elle finit par se suicider. Devinez la réaction d'une partie du monde artistique. Ce n'est pas une agression ce qu'elle a fait, c'est une injustice. L'enseignante devient une victime, une femme brisée par une société trop rigide. Charles Aznavour lui consacre même une chanson, Mourir d'aimer. Et puis un film sort qui retrace l'affaire avec le même angle. On ne parle pas d'une relation contre nature, on parle d'un amour empêché, d'une tragédie, d'un monde qui refuse de comprendre. La pédophilie est romantisée, une idée qui va encore être renforcée par des textes comme le rapport contre la normalité. Ce texte défend clairement la légalisation des relations sexuelles entre adultes et mineurs. Alors aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile à voir car les versions qui circulent ont été franchement tronqués. Bien sûr, les passages sur la pédophilie ont été retirés. Un peu comme si on avait voulu faire disparaître tout ça après coup. Sauf que les traces sont là, et elles racontent toutes la même chose. Dans les années 60 et 70, une partie de l'élite intellectuelle française a bel et bien essayé de normaliser la pédophilie. Pas frontalement, évidemment. On parlait de liberté, de libération, de refus des normes, jusqu'à défendre l'indéfendable. Dans une pétition publiée par Le Monde, on peut lire « 3 ans de prison pour un baiser et des caresses, ça suffit ». Le titre de la pétition, à propos d'un baiser. Des années plus tard, le texte sera rebaptisé à propos d'un procès. Un titre beaucoup plus neutre, presque inoffensif. Sauf que derrière ce nouveau nom, la réalité reste la même. Le texte fait référence à une affaire bien précise. Le procès de 3 hommes accusés d'avoir abusé de mineurs de 13 et 14 ans, et ça, dans un camp naturiste. Pour la justice, les choses sont claires. Il s'agit d'abus sexuels sur des enfants. Mais pour une partie de l'intelligentsia littéraire française, c'est une autre histoire. Dans leur esprit, ces enfants n'auraient subi aucune violence. Ils auraient été consentants, et surtout, la société devrait enfin reconnaître chez les enfants une forme de vie sexuelle. Donc, la pétition est publiée par Le Monde, et elle est signée par Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Gilles Deleuze, Jack Lang, et une dizaine d'autres noms parmi les plus respectés de la culture française. La même pétition est ensuite relayée par Libération, qui va même encore plus loin dans l'apologie de la pédophilie. Le journal publie des annonces de rencontres pédophiles, et attention, des dessins représentant des enfants en train de réaliser des actes sexuels sur des adultes. À la même période, à la télé, des journalistes parlent d'un futur plus libre d'esprit, moins rigide, où enfants et adultes pourront avoir des relations sexuelles. Si on parle de l'avenir qu'on souhaite, en tout cas, on peut dire qu'on espère qu'il tend à une mixité croissante, à des relations de plus en plus mixtes, c'est-à-dire à des relations entre enfants et adultes, à des relations entre gens de même sexe aussi bien que de sexes différents, et entre gens de races différentes également. Vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils ne veulent pas avoir des relations entre adultes. Pourquoi ce forcing? Et en plus, on ne parle pas de toute la société. On parle d'une partie de l'élite intellectuelle. Epstein, tout ça, ils ont des problèmes ces gens-là, visiblement. Je ne sais pas ce qui se passe dans les élites, c'est pas possible. Dans la presse écrite, des écrivains se battent pour faire de la pédophilie un sujet littéraire respectable. Et 3 en particulier se distinguent. Tony Duvert, L'enfant au masculin, 1980. Les petits de 2 à 3 ans me plaisent à la folie. À 6 ans, le fruit me paraît mûr. C'est un homme
et il n'y manque rien. Cela devrait être l'âge de la majorité civile. Ça me dégoûte. Daniel Cohn-Bendit, Le Grand Bazar, 1975. Mes flirts constants avec des enfants ont pris une tournure érotique. Il m'est arrivé à plusieurs reprises que certains enfants ouvrent ma braguette et commencent à me caresser. Naturellement, ouais. C'est généralement ce que font les gosses. En ayant des expériences avec les gosses, en ayant des rapports émotionnels et même sexuels, émotifs, caresses, etc., j'ai appris beaucoup sur ma propre personne. Et bien sûr, Gabriel Masneff, Les moins de 16 ans. Ouais, il a écrit un livre qui s'appelle Les moins de 16 ans. Voilà. J'ai dragué beaucoup de moins de 16 ans. Mais beaucoup de moins de 16 ans m'ont dragué. Ouais, bien sûr. Il y a des gosses qui sont très sages, c'est exact, mais il y a aussi des gosses qui sont très putes. Je vais même pas censurer cette vidéo, hein. Honnêtement, il faut que vous entendiez ce genre de propos, c'est pas possible. D'ailleurs, des médias comme Le Monde paient Masneff pour qu'il publie des textes où il défend ouvertement la pédophilie. Dans un climat comme celui-là, Masneff n'apparaît pas comme un monstre, il apparaît comme un homme libre, comme un provocateur, un écrivain qui ose tout dire et qui assume ce que les autres n'assument pas. Une adolescente de 14, de 15, de 16 ans est déjà quelqu'un qui a tout à fait une liberté de choix. Dans ce contexte, il devient une star. Les plateaux télé se l'arrachent. Gabriel Masneff, vous vous définissez comme un écrivain non salarié, mais outre votre grand travail d'écrivain, vous passez beaucoup de temps à la drague, la séduction. Il devient une figure bien installée du paysage médiatique français. Pas malgré ce qu'il raconte, grâce à ce qu'il raconte. Parce qu'à l'époque, dire publiquement qu'on couche avec des enfants, pour certains, ce n'est pas seulement choquant, c'est sulfureux, c'est transgressif, c'est littéraire, c'est rock'n'roll quoi. En 1995, il dîne avec Thierry Ardisson et Frédéric Beigbeder dans une émission destinée au grand public. À table, on rit, on plaisante, et au milieu de cette conversation, quelqu'un évoque presque normalement la présence d'une gamine de 12 ans dans le lit de Masneff. Là ce soir, je te pose la question à toi, puisque Gabriel est insomniaque mais pas noctambule. Moi, moi je vais aller me coucher. On va coucher Gabriel avec une gamine de 12 ans et demi. Et nous, on va aller voir des putes de 62 ans rue Saint-Denis. Pourquoi on ne ferait pas l'inverse? Pour une fois. Vrai, à la fin. Les fous du bus. Je me retiendrai... Non. Il y a des choses que je devrais dire sur certaines personnes, mais je ne vais pas les dire. En tout cas, je sais qu'ils ne reposent pas en paix. Voilà, tout ce que je veux dire. Une autre fois, il est interviewé sur ses goûts cinématographiques. Et je ne sais pas pourquoi, il sent le besoin de préciser que, en 1997, quand le film Lolita est sorti, il est parti le regarder avec sa compagne de l'époque, qui avait 14 ans. Enfin, je vivais à l'époque une très grande passion avec une fille qui s'appelait Vanessa et qui avait 14 ans. Et nous sommes allés le voir. Et personne ne dit rien. Pire encore, Masneff devient une figure respectée des cercles mondains et tous les plateaux télé se battent pour l'écouter raconter ses exploits. Ce que tout le monde sait, c'est que tu as toujours préféré les filles aux mères. Ça fait partie... D'abord, tu as fait un bouquin qui s'appelle Les moins de 16 ans, donc tout le monde le sait. C'est tout un programme. Tout un programme. Et que tu aimes bien les fils aussi. À l'occasion, surtout quand j'étais très jeune, j'étais beaucoup plus sensible au charme des petits garçons, mais je dois dire que plus j'ai vieilli et plus les jeunes filles ont pris de part. En 1990, les éditions Gallimard, l'une des maisons d'édition les plus prestigieuses au monde, lui ouvrent ses portes. Le 14 mai de la même année, Masneff y publie Mes amours décomposés, un journal intime qui couvre les années 1983 et 1984. Dans ce livre, il raconte sa vie comme s'il était un séducteur irrésistible, sauf que les personnes qu'il décrit comme folles de lui, ce sont des petites filles et des petits garçons. À le lire, ce sont eux qui le désirent, ce sont eux qui l'appellent sans arrêt, ce sont eux qui se battent pour attirer son attention. Il va même jusqu'à raconter que certaines petites filles organiseraient des sortes d'expéditions punitives contre leurs prétendues rivales. Désolé, mais il faut que je souffle. Tout est écrit de manière à inverser les rôles, comme si lui n'était pas un adulte qui abuse d'enfants. Il s'écrit comme l'objet d'un désir auquel il céderait presque malgré lui. Ah bah oui, ils sont tous sur moi, ces gosses, j'ai pas trop le choix. Moi quand je mens. Ouais, voilà, moi quand je mens, clairement. Et quand les enfants français ne lui suffisent plus, il part à l'étranger. Tu pars en Manille dans quelques jours, faut se méfier. C'est peut-être la dernière interview que tu donnes. C'est possible. S'il se rend aux Philippines, c'est parce qu'il a soif de ce qu'il appelle des aventures. Simplement, quand vous êtes dans un pays dont vous ne parlez pas un mot et que vous avez envie d'une aventure, voilà, dans ces pays-là, vous arriviez, vous étiez là comme voyageur et que vous aviez des
des garçons et des filles jeunes qui vous draguaient, qui vous sautaient dessus. Et c'était pas du détournement de mineurs, c'était du détournement de majeurs. Et de retour en Europe, il discute sans gêne de son quotidien de touriste sexuel en Asie. Lorsque vous vous êtes rendu aux Philippines, par exemple, vous avez aussi rencontré de jeunes Philippins et vous avez aussi vécu des relations avec ces jeunes Philippins, des relations que vous avez parfois payées, rétribuées. Comment faites-vous la distinction? Comment pourriez-vous expliquer cette différence? Mais malgré tout ça, malgré les aveux, malgré les livres, malgré les interviews, malgré le fait qu'il s'affiche publiquement avec ses victimes, sa carrière ne s'effondre pas. Au contraire, comme je vous l'ai dit, elle décolle. Il écrit pour Combat, pour Le Figaro, pour Libération, pour Le Quotidien de Paris, L'Idiot International. Les grands noms de la presse lui ouvrent leurs pages. Et ensuite, les récompenses tombent. L'Académie française, 2 fois, le Renaudot Essai, le prix Paris Match, et en 1995, la République va encore plus loin. Elle lui remet la médaille d'officier des arts et des lettres. Et puis, elle le fait chevalier de l'Ordre national du mérite. L'État décore un homme qui a écrit noir sur blanc qu'il abusait de petits enfants. 1 minute pour souffler. C'est bon, vous avez soufflé, j'espère, on va repartir dans ces bêtises. Dans les années 80 et 90, quelque chose commence à bouger. Les enfants abusés grandissent. Certains parlent et pour la première fois, on entend la pédophilie racontée par ceux qui l'ont subie. Pas par ceux qui la théorisent ou qui la justifient, mais par les victimes. Et ce qu'elle raconte n'a rien d'intellectuel. Elle parle de peur, de honte, de souffrance, de traumatisme. Et petit à petit, la cause pédophile perd du terrain. Mais pas assez pour faire tomber Maznef. Le lecteur de votre journal ou de vos romans risque d'être retenu d'abord par le récit d'amour facile avec des jeunes personnes. Pourquoi raconter ces amours faciles? Lui continue de circuler, de publier, d'être invité, de parler comme si de rien n'était, jusqu'au jour où il participe une fois de plus à une émission d'apostrophe. « 2 mars 1990, Paris. Pour la énième fois, Maznef est invité sur le plateau d'Apostrophe. Ce soir-là, il doit défendre son dernier roman, et il est au sommet de sa forme. Il explique qu'il couche avec des lycéennes parce qu'elles aussi sont attirées par lui. J'ai beaucoup de mal à le croire. En tout cas, selon lui, c'est réciproque. Comme d'habitude, Maznef raconte ses crimes sans la moindre gêne. Et comme d'habitude, les gens rient. Le présentateur rit, les autres invités rient, le public rit, tout le monde rit, sauf une personne. Dans un coin du plateau, une femme ne rit pas du tout. Elle observe en silence, elle écoute attentivement, et ce qu'elle entend ne lui convient pas du tout. Ce soir-là, elle va faire quelque chose que presque plus personne ne fait en France à ce moment-là. Elle va appeler les choses par leur nom. Pour la première fois, quelqu'un pose la vraie question. Qu'est-ce que ça fait à un enfant, plus tard, d'avoir subi ça? Pour la première fois, on ne parle plus seulement du présent, on parle de l'après, de ce que deviennent des années plus tard les enfants abusés que Maznef appelle ses amours. Et là, plus personne ne rigole. Pendant quelques secondes, c'est le vide. Un vrai malaise. Puis Maznef finit par répondre, et sa défense est d'une violence folle. En gros, elle ne comprend rien. Lui, il est gentil, il est cultivé, il est plutôt beau, donc ses victimes auraient presque de la chance d'être tombées sur lui. Ouais, c'est vraiment ce qu'il dit. Mais Denise Bombardier ne lâche pas. Pour elle, c'est très simple, l'art ne peut pas servir d'excuse. Denise Bombardier, comme son nom l'indique, elle est venue pour bombarder. Voilà. En quelques phrases, elle a fait tomber le vernis. Et ça, pour les autres invités, c'est insupportable. Alors ils défendent Maznef. L'un explique qu'on ne peut pas empêcher ces jeunes filles d'être fascinées par lui. Une professeure d'éducation sexuelle affirme, un peu maladroitement, que ce genre de relation est toléré en France. Mais Bombardier ne laisse pas passer ça. Une autre invitée, elle, prend une position plus floue. Elle ne rigole plus, elle ne trouve plus ça drôle. Mais elle ne condamne pas vraiment Maznef non plus. Elle dit simplement que son livre est triste, qu'il pose des questions. Denise Bombardier, elle sait très bien que ce livre fait bien plus que ça. Ce n'est pas un livre qui interroge, c'est un livre qui banalise les perversions d'adultes. Et ça, au détriment des enfants.
Et si elle le dit avec autant de force, c'est aussi parce que ce sujet, elle le connaît intimement. À 11 ans, elle a elle-même été abusée sexuellement par un réalisateur. Donc ce soir-là, sur le plateau d'Apostrophe, ce n'est pas seulement la journaliste ou l'écrivaine qui parle, c'est aussi une victime. Alors elle parle. Pourtant, son éditeur lui avait dit « Écoute, ne t'attaque pas à Masneff, c'est beaucoup trop risqué, ton livre pourrait en payer le prix fort en France. » Et je peux vous dire qu'il avait raison. Après l'émission, Denise Bombardier est blacklistée par toutes les maisons d'édition françaises. Sur France 3, un autre écrivain proche de Masneff l'insulte même en direct. La connasse qu'on vient d'entendre... Non, ça, on va encore avoir un procès. Ça fait rien. Je répète, la connasse qu'on vient d'entendre, qui est canadienne, je crois, qui les résonne comme ça à la télévision. Et là encore, personne ne dit rien. C'est ça, l'impunité de Masneff. Une impunité tellement installée que, selon Denise Bombardier, dans les jours qui suivent, elle aurait même été convoquée par François Mitterrand. Et ce que le président lui aurait dit est glaçant. François Mitterrand, président de la République, vous reçoit, oui, vous parle de choses et d'autres, et puis vous savez très bien que c'est à cause de l'affaire Masneff. Non, mais en plus, le président Mitterrand, c'était pas un pédophile. Oui. Et il m'a dit, vous savez, il est vrai, m'a-t-il dit, que je lui ai trouvé quelques qualités à un moment donné. Malheureusement, il a sombré, et c'est dans l'ordre, dans la religion orthodoxe et la pédophilie. Ouais. Et il m'a dit, vous connaissez le milieu parisien, ils veulent toujours être affranchis de tous les codes et de toutes les morales. Il m'a dit ça, le président. Masneff lui-même n'était pas quelqu'un de puissant. C'était un homme à la vie banale qui se distinguait uniquement parce qu'il molestait des enfants et en était fier. En revanche, le réseau derrière lui était discret, généreux et surtout extrêmement puissant. Selon Masneff, il aurait séjourné gratuitement dans l'hôtel particulier de Christian Cambusa, un homme très fortuné. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir de lui. Tu es dans une clinique pour te remettre en forme, non? Pas dans une clinique, non, non. Particulièrement en forme, là. Oui, dans un hôtel, simplement, chez mon ami Cambusa. Ah oui? Oui, je vais de temps en temps me désintoxiquer chez Cambusa. Non, c'est pas une clinique, c'est un bon hôtel, c'est tout. Il aurait aussi fréquenté l'entourage de l'ancien président des Philippines, Ferdinand Marcos. Pourtant, tu connais bien les Philippines, tu as même passé du temps. Tu es arrivé à te faufiler dans les tribunes de Madame Marcos. Mais Marcos n'a pas été un pas dictateur. Ah bon? Non, Marcos était un très bon démocrate. Marcos c'est un grand calomnier, n'est-ce pas? Ah bon? Moi, je regrette Marcos. C'était un homme extrêmement bien. Madame Aquino aussi, qu'il fallait quelqu'un de charmant. Mais Marcos avait un peu plus de branches, n'est-ce pas? Et selon lui, il aurait eu des lettres de protection des présidents français. Ce qui est sûr, c'est que Masneff avait apparemment de bonnes raisons de se sentir protégé. Chaque mois, les éditions Gallimard lui versent de l'argent, alors même qu'il vend très peu. Il vend entre 800 et 3000 exemplaires selon les livres. Pour donner un ordre d'idée, un auteur qui marche vraiment en vend des dizaines de milliers, parfois des centaines de milliers. Masneff ne vend pas, mais Gallimard continue quand même à le payer. Et ce n'est pas tout. À partir du début des années 2000, le Centre national du livre lui verse une aide annuelle de 7000 à 8000 euros. Devinez pourquoi? Pour sa situation sociale et son apport à la littérature. Entre 2002 et 2020, ça représenterait entre 130 000 et 160 000 euros d'argent public. Et depuis 1994, il bénéficie aussi d'un appartement de la ville de Paris, 33 mètres carrés, pour 348 euros par mois. Il faut vraiment mesurer ce que ça veut dire, hein. L'argent public finançait le confort d'un homme qui avait écrit noir sur blanc qu'il abusait d'enfants. Et pendant que lui était entretenu, protégé, logé, ses victimes, elles, se taisaient. Le 2 janvier 2020, quelque chose se passe. Dans les librairies, un nouveau livre apparaît, Le consentement de Vanessa Springora. Vanessa, c'est la jeune fille du début, celle qui s'est retrouvée dans le lit de Masneff à 14 ans. Lui en avait presque 50. Le temps a passé, Vanessa a grandi et surtout, elle a compris. Elle a compris l'emprise, l'isolement, les mensonges, la manipulation. Elle a compris que ce qu'elle avait pris pour de l'amour était en réalité une prédation. Et il y a une chose en particulier qui lui a ouvert les yeux. Chez Masneff, il y a cette obsession. Il ne se contente pas de commettre des abus, il a besoin de les écrire, de les raconter, et même de les relire. Donc ouais, j'imagine qu'il se lisait ses livres seul dans son lit et qu'il rigolait. Les gens sont étranges. C'est cette manie-là qui finit par fissurer tout le récit qu'il avait construit autour d'elle. Pendant des années, Vanessa croit qu'elle est unique, que ce qu'elle vit avec lui est rare, singulier, presque exceptionnel. Et puis un jour, elle tombe sur un carnet noir. Et là, tout s'écroule. Dans ce carnet, Masneff note les abus qu'il a commis aux Philippines. Il parle de garçons de moins de 10 ans qu'il viole, des adolescentes qu'il agresse. Page après page, Vanessa ne découvre pas un homme amoureux, elle découvre un prédateur en série. La grande histoire qu'il lui avait vendue n'existait pas. Elle n'avait jamais existé. À 16 ans, Vanessa coupe définitivement les ponts avec lui. Par une ironie assez violente, Vanessa devient éditrice. Et l'une des premières maisons pour lesquelles elle travaille,
c'est Julliard, les mêmes qui avaient publié Les moins de 16 ans. En 2020, elle raconte enfin son histoire dans un livre choc qui provoque un vrai tollé. Cette fois, c'est elle qui écrit. Cette fois, c'est elle qui raconte. Effectivement, c'est un prédateur sexuel qui cherche ses proies, ses victimes à la sortie des collèges et des lycées. Mais c'est aussi un prédateur littéraire puisqu'il exploite ensuite ces histoires d'amour que lui considère comme des histoires d'amour, qu'il vend de cette manière-là dans ses livres, alors qu'en réalité, ce sont des histoires de viol. Mais ce n'est pas une fin heureuse. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Maznev dans les médias, on ne parle pas vraiment de Maznev. On parle de consentement, de littérature, de la frontière entre fiction et réalité, on se met à parler de l'âge auquel on serait assez mûr pour dire oui, et pendant ce temps-là, le crime en lui-même, il s'efface. Le criminel aussi. C'est comme ça que, sur France Inter, Maznev a encore été défendu. Une membre de l'Académie Goncourt, également lauréate du prix Médicis et chroniqueuse sur France 2, a expliqué le problème. C'est que les pédophiles seraient de grands romantiques. Parce que ces gens-là, que ce soit mon père, que ce soit Gabriel Maznev, que ce soit la plupart de ces gens-là, sont des grands naïfs, des grands sentimentaux. On parle d'intellectualisation, oui bien sûr, mais sentimentalisation aussi. C'est ce que vous écrivez dans votre tribune. tribune. Quelle belle histoire d'amour, mon Dieu. Sur ce plateau, les abus pédophiles deviennent de simples mauvaises rencontres. Des choses qu'on vivrait sur le moment avant de les regretter plus tard. Il est aussi dit qu'un enfant battu reçoit des coups, mais qu'un enfant victime de pédophilie, lui, il recevrait des caresses. Donc c'est pas si grave quoi. Et ce n'est pas fini. À la fin, certains en arrivent même à suggérer que les enfants abusés auraient au fond une part de responsabilité. Qu'ils auraient fait semblant d'aimer Maznev pour profiter de lui. Pour qu'il leur parle de latin, de littérature, autour d'un café. Voilà où on en est. Face à une minorité qui continue de vouloir rendre acceptable ce qui est très clairement un crime. Aujourd'hui, Maznev a 88 ans. La dernière fois qu'il a donné une interview, il vivait dans un hôtel en Italie. Après le scandale, il a perdu tous ses contrats et doit désormais se contenter d'une pension vieillesse de 800 € par mois. Il affirme qu'au cours des 30 dernières années, tous ses partenaires avaient au moins 16 ans. Donc c'est pour ça qu'il a écrit un livre intitulé « Les moins de 16 ans », j'imagine. Ouais, ok, ça fait... make sense. Ce n'est pas un hasard, hein. En France, l'âge de la majorité sexuelle est fixé à 15 ans. Le délai de prescription pour un viol commis sur un mineur, lui, est de 30 ans à compter de la majorité de la victime. Je pense qu'il a bien calculé. Le livre de Vanessa étant paru plus de 33 ans après les faits, il y a prescription pour ces crimes malheureusement. Il n'y aura pas de justice pour Vanessa, ni pour toutes les autres victimes de Maznev. On parle d'un homme banal, avec une machine à écrire. Sa chance a été d'évoluer dans un milieu qui avait décidé que son vice était de la littérature. Cette vidéo est terminée, mais j'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires. Pourquoi l'élite française? Pourquoi des politiciens français ont protégé cet homme? Si vous avez la réponse, je vous laisse la donner dans les commentaires. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, prenez bien soin de vos frères et sœurs et de vos enfants, parce que des prédateurs comme Maznev, il en existe toujours. Même à une ère où la pédophilie est heureusement beaucoup moins bien vue. Respirez un petit peu et allez voir une vidéo de chat. Je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, vous pouvez télécharger CyberGhost VPN via le lien en description. Profitez aussi de mon offre de 4 mois offerts et 83% de réduction mes amis. Un abonnement à 2,03 € par mois pour protéger votre vie privée, accéder à plus de contenu, faire des économies, et ben moi je trouve que c'est donné. En plus, vous avez une garantie satisfait et remboursée pendant 45 jours. Donc aucun risque.